Salut à tous, on est à Montier, on est sur le stand Ferrus. Ferrus, c'est une belle asso qui défend, on va dire, les grands prédateurs en France que sont le lynx, le loup et l'ours. On a déjà fait 1000 épisodes avec toi, cher Philippe, je suis ravi de te retrouver, comment tu vas? Salut Marc, ça va bien? On va terminer parce qu'on avait vraiment envie de terminer un peu de le loup, c'est une question complexe qui est passionnante. On a dit 1000 choses les dernières fois et là, la dernière fois tu nous avais parlé des chiens. Des CPT, des chiens de protection de troupeau, qui est le cœur du dispositif pour se protéger des attaques de loups. On avait rappelé qu'il y avait 11 000 brebis tuées chaque année en France, malheureusement. Et c'est là que tu vois, c'est vrai, il faut être honnête, même nous, en tout cas moi, qui suis très proche du vivant, qui le défend dans chacun de mes épisodes, on a quand même envie d'entendre et de comprendre et d'aider ces éleveurs. Voilà, il y a une solution à trouver. Tout ça, c'est pas simple. On en discute avec vous aujourd'hui. On essaie de ne pas être complètement partisans d'un côté ou de l'autre, c'est complètement débile. Donc la dernière fois on avait parlé des chiens de troupeau et tu étais très impatient de nous livrer les autres moyens de protéger un troupeau. Il y en a d'autres, le chien c'est effectivement le truc central, mais il y a d'autres choses. Oui, il faut bien comprendre que la technique de protection de troupeau, c'est un ensemble de techniques. Le principe de protection, on utilise effectivement les chiens comme gardiens, mais on a aussi les moyens physiques, je dirais, donc de la mise en place des clôtures en particulier, ou le fait de parquer les animaux la nuit. De clôtures provisoires. Alors il y a des clôtures provisoires, il y a des clôtures permanentes. En fonction des types d'élevage, on a les élevages de montagne qui eux sont beaucoup plus libres dans les pâturages et c'est là où les chiens ont vraiment un rôle très important à jouer. Mais on a aussi les élevages de plaine. Et par exemple ici autour de Montier, dans le grand est de la France, on n'a que de l'élevage de plaine quasiment, en dehors du massif vosgien. Et donc dans ces élevages de plaine, les troupeaux ils sont où? Ils sont dans les parcs fermés. Et donc là c'est quand même un peu plus compliqué pour les éleveurs d'empêcher les loups de rentrer dans les parcs. Ça veut dire qu'il faut revoir tout leur système de clôture. C'est cher. Et c'est relativement cher. Mais en tout cas, à partir du moment où les éleveurs arrivent à mettre en place une stratégie où il peut y avoir certains parcs qui sont bien protégés, d'autres un peu moins, mais peut-être avec la présence d'un ou deux chiens, même dans les parcs, c'est des choses qui se font. Ça peut permettre d'avoir une combinaison qui peut bien fonctionner. Donc, mais là, pour ça, il faut vraiment réussir à étudier correctement le fonctionnement de l'exploitation, parce que chaque exploitation est différente. Donc c'est là où il y a besoin d'un accompagnement justement, notamment par les services de l'État, avec des études de vulnérabilité par exemple de leur exploitation, des parcelles, de savoir quel type de protection il faudrait mettre à tel endroit pour que ça puisse bien fonctionner. Je t'arrête une seconde parce que dans un doc dans lequel j'étais intervenu sur France 2 sur les loups dans les Abruzzes, moi j'étais frappé par le fait que dans les Abruzzes, un éleveur il veut s'équiper, il appelle un numéro. On vient lui installer des choses gratuitement, on lui explique comment il faut faire. Est-ce que de telles mesures existent en France et sinon, qu'est-ce qu'on attend? Alors non, il n'y a pas de service clé en main, si on peut dire. En France, ce qu'on a, c'est des louvetiers qui viennent abattre des loups quasiment sur demande. Absolument, donc ça c'est voilà. Sur l'autre moyen de gérer le loup par l'État français, c'est effectivement la régulation, la destruction. Et donc là, effectivement, il y a des moyens importants, de plus en plus importants, qui sont mis en œuvre avec les services de l'État eux-mêmes, mais aussi par les louvetiers, donc qui sont au départ des bénévoles, des chasseurs. Qui sont des chasseurs assermentés pour ce faire. Et là, effectivement, on peut dire que le système fonctionne bien, malheureusement, avec beaucoup de tirs, de plus en plus de tirs qui sont effectués et de plus en plus de tirs réussis. Et que notre gouvernement veut faciliter. Il y a une histoire d'annexe 4 et d'annexe 5. On veut faire changer de catégorie cette espèce protégée pour en gros pouvoir l'abattre plus facilement. Alors, il y a en Europe. Une pression qui n'est pas nouvelle mais qui est vraiment grandissante là, ces derniers mois sur le déclassement du loup, effectivement, pour favoriser sa régulation et sa destruction. Alors, sujet sur lequel on s'oppose fortement évidemment parce qu'on est vraiment sur une espèce strictement protégée qu'il faut continuer à protéger par rapport au rôle qu'elle doit jouer justement, comme je le disais dans un épisode précédent, sur l'équilibre des écosystèmes. Et surtout qu'on n'a pas besoin de ça, je dirais, pour pouvoir vivre avec. On a surtout besoin d'adapter. C'est une fuite en avant, on l'a constaté dans tous les épisodes qu'on a fait avec Jean-Michel, avec Jean-Marc Landry, Jean-Michel Bertrand, le cinéaste. Enfin voilà, tu l'as dit clairement dès nos premières phrases dans notre premier épisode, c'est-à-dire que le loup se régule lui-même. C'est-à-dire qu'il occupe un territoire, et s'il n'y a plus de place, il va ailleurs pour réguler toutes ces proies qu'on avait vues. Donc effectivement, tirer des loups, ça peut même, on avait vu ça dans les émissions, ça peut même être contre-productif en fonction de quel individu de la meute tu abats. Tu peux favoriser au contraire le retour d'autres, etc. Et c'est pas que ça peut, c'est que ça le fait. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
On a toujours entre 11 000 et 12 000 brebis qui sont détruites chaque année par des loups. On avait la même chose il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, à peu près. Et pourtant, on avait moins de tirs de loups. Là, on a plus de tirs de loups, plus de loups détruits, et on a toujours autant de dégâts. Donc, alors qu'en plus de ça, les moyens de protection se sont développés, malheureusement, souvent, se sont développés de manière inadaptée, on va le dire comme ça, avec effectivement des clôtures électriques qui ont pu être posées à certains endroits, mais qui ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées par exemple de la présence d'un chien ou de la présence d'un berger, ou par la mise en place d'un parc plus solide et plus sécurisé pour la nuit par exemple. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut continuer à travailler. C'est ce sur quoi Ferrus travaille justement avec ses programmes d'éco-bénévolat, en recrutant des bénévoles donc, qui interviennent gratuitement pour le coup par rapport à ta question de tout à l'heure, qui vont aider les éleveurs qui sont volontaires, donc qui sont demandeurs, qui contactent Ferrus et qui peuvent bénéficier justement d'une aide sur le terrain. Donc surveillance des troupeaux, pose de clôture, accompagnement de l'éleveur justement dans des situations qui peuvent être parfois difficiles, en cas d'attaque notamment. Et il se trouve que cette année, sur tous les élevages sur lesquels Ferrus est intervenu avec son programme Pastoralou, donc c'est le nom du programme qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. En Suisse, c'est Opale. Voilà, c'est le pendant qui existe effectivement en Suisse. En France, sur les zones sur lesquelles Pastoralou est intervenu, il y a eu 0 attaque, en tout cas 0 dégâts. C'est rassurant. Oui, mais c'est pas un mystère quelque part. C'est bien parce qu'à un moment donné, on met les bons moyens au bon endroit. Et donc, il ne pourra pas y avoir des bénévoles qui vont aller dans tous les élevages, évidemment. Donc c'est pour ça que les éleveurs doivent avoir les moyens de pouvoir s'équiper correctement, comme sont équipés déjà un certain nombre d'entre eux. Il y a des éleveurs aujourd'hui qui ne demandent plus rien à personne parce qu'ils sont équipés. Ils ont une meute de chiens, ils ont les bonnes clôtures au bon endroit, au bon moment, ils ont des parcs de nuit, ils arrivent à rentrer leurs animaux, pour certains, au moment en fonction de la saison. Donc voilà, c'est une méthode de travail qu'il faut revoir, effectivement. C'est pas facile parce que c'est un métier pénible, difficile, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un accompagnement à la hauteur. Et malgré les millions d'euros qui sont dépensés chaque année par l'État, donc on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, quoi, hein. Je crois qu'on en a à 30 millions. Voilà, c'est ça. Eh bien, il y a peut-être une manière de réorienter ces crédits, en tout cas de les utiliser de manière un peu plus pragmatique et un peu plus adaptée par rapport aux besoins des éleveurs en particulier. Je rappelle que là, en 2023, je n'ai pas les chiffres exacts, tu les as peut-être, on en est déjà à ou autour de 200 loups qui ont été déjà abattus sur les 1000 qu'on a en France. Alors, on n'est pas complètement... Alors, je ne crois pas qu'on ait atteint encore les 200 loups. On est effectivement autour de 180, quelque chose comme ça. Mais on risque de les atteindre d'ici la fin de l'année, évidemment. Oui, et moi je note que tous les X années, très peu d'années, le nombre officiel de loups abattus double. Quasiment. Il faut dire aussi que les populations sont en expansion. Oui, mais alors c'est là où il peut y avoir un peu polémique par rapport au nombre de loups. C'était aussi un élément dont on parlait dans un épisode précédent. Aujourd'hui, on est autour de 1000 loups, voire un peu plus, d'après les chiffres officiels. Il y a encore 3 ou 4 ans, on était à 600 loups. Alors on peut se poser la question, comment une population de loups, qui plus est, avec une forte pression de régulation, a pu augmenter de manière aussi importante en aussi peu de temps? C'est quelque chose qui est assez improbable, très franchement. Donc nous, on s'en réfère, comme tout le monde, au chiffre officiel, très bien. Sauf que ce chiffre officiel, il conditionne le nombre de loups qui peut être détruit. Donc il y a un pourcentage, en fait, la politique française est calée comme ça, le plan loup en l'occurrence, c'est un pourcentage de la population officiellement dénombrée. Donc si on dénombrait demain 800 loups, il y aurait, je ne sais pas, 150 loups à détruire. Si demain on dénombre 1500 loups, il y en aurait 200 et quelques. Ouais. Tu vois ? Dans le PNA loup, oui, ce que tu dis, ce chiffre officiel qui a été décidé, c'est 19%. C'est ça. Et en effet. Bon, on aura dit beaucoup de chiffres dans nos épisodes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Philippe, ou est-ce qu'on a fini ce 3e épisode ? Moi, ce que j'ajouterais vraiment sur ce sujet-là, c'est que pour nous, le message principal, c'est que la cohabitation est possible. On peut réussir à vivre avec le loup comme avec les autres grands prédateurs à partir du moment où on apporte le bon accompagnement aux gens qui en ont besoin. Et nous, on est là pour aider justement à aller dans ce sens-là. On ne pourra pas tout faire en tant qu'association, mais on peut participer justement à ce que ça se passe mieux. C'est bien noté, Philippe. Je te remercie infiniment pour tout ce que nous as raconté sur le loup. Tu vois, j'en perds mes syllabes, j'en mange mes syllabes comme le loup. On se retrouve très vite sur le terrain ou ailleurs. D'ici là, prends soin de toi. Salut, Philippe. Merci beaucoup, salut.